Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 463 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés. Il est de retour après s'être exilé au pays du Big Mac et du truck. Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. J'ai bien décrit, tu as vu beaucoup de Big Mac et de truck? Ah, moins, quand tu es en Californie, moins, ils sont un peu plus healthy que la moyenne des Américains. Tu vois un peu plus de poissons et légumes en Californie que... C'est vrai. D'autant que le Big Mac, en vrai, personne va au McDo aux States par rapport à chez nous. C'est un truc de... Ouais, le McDo, non. Et encore plus, je vais te dire, à San Diego, tu bouffes quasiment plus de la bouffe mexicaine qu'américaine. C'est vrai. Bon, en tout cas, Victor revient donc du SoFi Stadium. C'est pour vous dire si ces analyses seront affûtées sur les Chargers et les Rams. Qui va gagner la NFC? C'est une question simple et compliquée à la fois. Vous allez voir que les meilleures équipes de la NFL se baladent dans cette conférence en tout cas. L'affiche, ce sera Bengals contre Broncos. Les pronostics, les meilleures cotes sont là aussi. Toute la preview de la semaine 15, mais avant ça... Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. On tient notre premier coach viré de la saison. C'est Urban Meyer, ou pas très grande surprise. Je dis premier coach viré, parce qu'officiellement, John Gruden, il était démissionnaire. Donc, c'est le deuxième coach qui part en cours de saison, mais c'est le premier licenciement. D'habitude, alors il faut que je creuse un peu pour les bilans, tu sais, des coachs. Quand il y a un coach qui est licencié, je dis oui, après tant d'années, il avait tel bilan. Bon, là, c'est simple, il était là depuis 8 mois. Ils ont joué 13 matchs, ils en ont gagné que 2. Donc, comme ça, c'est assez simple. Non, d'ailleurs, pardon, ils ont joué 14 matchs. Donc, 2 victoires, 13 défaites, ils ont joué 15 matchs. Donc, je suis très mauvais en maths là. Attends. Non, 2-11, voilà. 2-11. Ah là là. Donc, ils ont joué 13 matchs, il en a gagné 2. Voilà, j'y arrive. Donc 2-11, finalement, c'était compliqué. 2-11 pour Urban Meyer qui est viré. On ne va pas faire une analyse en long, en large et en travers, mais c'est surtout pour donner l'info. Elle est tombée quand même à 6h40 du matin, heure française. Je tiens à dire que tu as vu, les Jaguars s'adaptent déjà aux horaires européennes. Est-ce que c'est le signe d'un déménagement à Londres? Il va falloir y réfléchir là parce que ça commence à devenir compliqué. Parce que je n'ai pas souvenir d'un licenciement de coach annoncé un jeudi matin, heure française à 6h30. C'est rare, Ça prouve J'ai envie de te dire que le... plus que l'horaire, c'est vraiment le fait d'être licencié en milieu de semaine, quoi. Ouais, d'habitude, tu es licencié le lundi, quoi. Oui, après la grosse défaite, la grosse humiliation le jeudi. Ça prouve quand même un certain bordel ambiant. Bon, encore une fois, on ne va pas épiloguer, mais dire que ça semble être la conséquence naturelle de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire une équipe qui est quand même à la rue sur le terrain, qui ne se bat pas. On compare souvent avec les Lions et les Texans. On voyait quand même beaucoup moins d'organisation et de sérieux dans le coaching au niveau des Jaguars. Et puis, en fait, il est surtout victime aussi de l'extra-sportif. Il avait l'air d'avoir une gestion calamiteuse. Non, mais c'est ça. Je veux dire, globalement, sportif, on s'en fout. Enfin, les Jaguars sont à 2-11, tout le monde s'y attendait à peu près. Au pire, je pense qu'il aurait pu survivre. S'il avait eu une année normale, il aurait pu survivre à un mauvais bilan. Le vrai problème, c'est qu'Urban Meyer est une personne détestable. On ne le découvre pas cette année. C'était déjà le cas en université. Alors certes, il a gagné, mais bizarrement, c'est plus difficile. C'était une blague qui tournait sur Twitter. C'est plus difficile quand les deux équipes payent leurs joueurs. Oui. Mais pour le coup, oui, le truc, c'est que quand tu es une sorte de dictateur détestable contre des mecs de 17 ans, ils ferment leur gueule. Quand tu es face à des vétérans, des mecs comme... le receveur m'échappe là, des Lions. C'est Marvin Jones, non, avec Marvin Jones ou des joueurs comme ça, ils sont dans la ligue depuis longtemps. Les mecs, tu vas pas leur parler comme ça. En plus, il aurait même agressé physiquement Josh Lambeau. Oui, il y a un article qui arrive sur le site. Oui, il aurait un peu cogné sur Josh Lambeau. Voilà, il a quand même... Non, mais il faut se dire que chaque jour est précieux dans une semaine de NFL. Il a quand même déplacer le briefing du lundi à un mardi, soi-disant, pour rester près de sa famille. En fait, il était dans un bar à draguer des filles.
Ça, c'était le début de saison, mais il en a quand même accumulé. Voilà, la semaine dernière, il explique que tous les autres sont des losers sauf lui. Et devant tout le monde, il leur demande d'expliquer pourquoi ils sont des losers. Bon, là, je pense que tu as tout bien résumé. Darrell Bevell, le coordinateur offensif, sera le coach intérimaire. Ils l'ont annoncé jusqu'à la fin de la saison. Darrell Bevell qui avait été le coach intérimaire des Detroit Lions pendant la saison 2020, donc ça devait être suite au licenciement de Matt Patricia, du coup. Ils avaient gagné leur premier match avec Darrell Bevell et derrière, il avait été isolé Covid. L'année Darrell Bevell, on était déjà dans une année Covid. Bon, je demande à tout hasard, il a une chance de garder le poste ou... J'en sais rien, honnêtement. Je pense surtout que vu le contrat qu'avait signé Meyer, j'espère qu'ils ont trouvé des fautes graves parce que sinon, ça leur coûte très, très, très cher. On parle de dizaines de millions de dollars. Non, je pense que Bevell, c'est plus un pansement, mais de toute façon, tu as quoi à jouer sur les 4 derniers matchs? Rien. Ils vont continuer leur lente agonie jusqu'à la draft et essayer de reconstruire. Après, moi, j'ai un profil que j'aime, qui, je pense, est un mec humain, proche des joueurs et qui pourrait accompagner le développement de cette équipe, c'est Doug Peterson, qui avait fait un peu ça aux Eagles en 2007. Je pense qu'en tout cas, il va falloir trouver des profils humains. Là, Meyer, il a cassé tellement de choses que tu ne peux plus avoir des dictateurs des années 90. Et le monde a changé. En club comme en entreprise. Les gens, qui sont en entreprise, des gens qui sont en entreprise depuis plusieurs années savent que le management a changé. Et il a changé de la même manière en entreprise qu'en club. On n'est plus sur des dictateurs et qui vont dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, c'est le côté humain rentre en compte. Et il faut, je pense, des coachs modernes à cet égard. Moi-même, j'ai arrêté de frapper les collaborateurs de TDA il y a 4-5 ans. Ouais, bah, tu vois, ça s'arrête. Ouais, je pense que c'était une évolution logique au bout d'un moment. Non, mais oui, après, il faudra aussi voir quand même ce que fait. Après, ça, on ne peut pas le virer, mais le propriétaire Shad Khan, ça commence à faire aussi du turnover et ça commence à faire beaucoup de gestion un peu à l'avenant. Urban Meyer qui succède à Doug Marrone, qui succède à Gus Bradley, qui succède à Mike Mularkey, l'intérimaire. Enfin bon. Voilà, ils ont pas eu de coach en fait bien en place depuis Jack Del Rio. C'est ça. Et ça commence à remonter, c'était 2003-2011. Donc voilà, c'était une franchise plutôt stable au début parce que le premier coach Tom Coughlin, il fait 128 matchs, Jack Del Rio 139 derrière. Et puis ils font des finales de conférence, ils font des résultats assez extraordinaires à la création. C'est ça. Ils font des très bons résultats au début. Et puis derrière, Mel Tucker 5 matchs, c'est un intérim, Mularkey 16 matchs, Bradley 62, Marrone 66, Urban Meyer 13. Bon, c'est de moins en moins, j'allais dire, c'est de moins en moins long, presque. Bradley Marrone, c'est à peu près pareil. Mais bon, vous avez l'idée. Voilà pour les Jaguars. En tout cas, on les reverra l'année prochaine avec un nouveau coach. Pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à espérer. Et nous, on va parler d'équipes bien meilleures. Les Cardinals, les Buccaneers, les Packers, les Cowboys et les Rams. 5 équipes qui se tiennent en une victoire à la tête de la conférence NFC. Est-ce qu'on est d'accord, Raphaël, Raoul, Victor, bon, je perds les pédales. Est-ce qu'on est d'accord que ces 5-là, Victor, ils ont une bonne tête de champion potentiel? Oui, globalement, aujourd'hui, il y a les Niners sont favoris pour la 6e place, mais je ne les vois pas concurrencer ces gens-là. Et après, il y a plein d'équipes qui vont se battre pour la 7e place. Mais si on parle des playoffs et si on parle d'accéder au Super Bowl, pour moi, ça se jouera entre ces 5 équipes, sauf vraiment surprise énormissime. Et moi, je te disais ça sous l'angle, s'il y a une de ces 5 équipes qui soulève le trophée Lombardi en février, il n'y en a aucune où ça me surprend. Il n'y en a aucune où ça me surprend. Les 5 ont une chance de gagner le Super Bowl. On rappelle, depuis l'an dernier, il n'y a plus qu'une seule place avec une semaine de repos en play-off, donc c'est la première. Est-ce qu'on est d'accord Alors, est-ce que tu as un favori évident? Je rappelle, Cardinals, Buccaneers, Packers, c'est 10 victoires, Rams, Cowboys, c'est 9 victoires au moment où on se parle. Moi, j'en ai 2 évidents, c'est Packers et Buccaneers, pour 2 raisons. La première, c'est la forme du moment. Clairement, c'est des équipes qui montent en puissance, qui défensivement comme offensivement ont leur rythme. Et puis la deuxième, c'est le calendrier. Parce qu'aujourd'hui, les Bucs, c'est Saints, Panthers, Jets, Panthers. Donc on peut difficilement faire plus simple. Les Packers, qui pour l'instant au tiebreaker sont devant les Bucs, si je ne dis pas de bêtises, ils ont Ravens, Browns, Vikings, Lions. Donc ce n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est déjà plus dangereux que ce qu'ont les Buccaneers. Et par exemple, si on prend des équipes comme les Cards,
ils vont quand même affronter les Cowboys. Donc, c'est le seul affrontement interne entre ces équipes-là. Ce sera en week 17. Et ils affrontent les Colts aussi. Donc, ils ont des matchs qui ne sont pas évidents. Plus, ils continuent d'avoir des petites blessures et tout. Donc, je mettrai les Cards un tout petit peu derrière. Je pense que les Rams et les Cowboys sont trop loin. Et en gros, c'est Bucks et Packers. Les Bucks vont gagner les 4. Ouais. Et il faut voir si les Packers en perdent un ou pas. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne vois pas comment ça peut échapper à un de ces deux-là. Rien que sur la foi du 1, en effet, ils sont sur la meilleure dynamique de tous. Et 2, ils sont le meilleur calendrier. Tu l'as dit, Saints, Panthers, Jets, Panthers pour les Buccaneers. S'ils ont la chance, ce serait étonnant, mais ils ont leur destin entre les mains et donc ils n'ont plus qu'à attendre de voir si les Packers fautent une fois. Les Packers sont un match de division contre les Vikings là-dedans où on ne sait jamais trop ce que les Vikings peuvent faire. Ravens, pour l'instant, ils sont partis, on en reparlera, sur un Lamar Jackson qui est peut-être blessé, donc là, ça peut peut-être être cadeau. Le match d'absence de Aaron Rodgers leur coûte cher au final parce qu'il pourrait être vraiment tranquille s'il n'y avait pas ça, mais bon, on va pas refaire l'histoire là-dessus. Moi, je ne vois pas comment ça échappe à ces deux-là. Après, si on regarde sur les qualités d'effectifs, encore une fois, on va jauger un peu ces 5 équipes. On voyait les Cardinals en meilleure équipe NFL il y a 2 semaines, ou en tout cas, c'était revenu dans les discussions du podcast. Ils ont perdu contre les Rams. Question simple, attaque et défense. Quelle est l'équipe parmi ces 5-là qui est la plus complète ? Je te donne statistiquement, par exemple, les Cardinals sont 4e sur les points en attaque et en défense. Donc, sur le papier, ils doivent être l'équipe la plus complète. Mais est-ce que c'est le cas sur le terrain ? Parce que je dirais que oui. Oui, ça serait facile de réagir en court-termiste et de dire ils ont perdu contre les Rams, donc ils sont moins bons que les Rams. Non, je pense que c'est un match de division, c'est jamais évident. Ils ont fait beaucoup plus d'erreurs que d'habitude. Ils ont quand même été dans le match jusqu'au bout. Donc, je pense quand même que c'est l'équipe la plus complète. Les Rams, sur le papier, peuvent faire peur, mais il y a quand même quelques trous. Et cette année, c'est à géométrie variable, on va dire. Donc, pour moi, j'aurais vraiment, si on devait se séparer, j'aurais vraiment en favori les Packers, les Bucks et les Cards, que je mettrais un peu au même niveau. Et en outsider, mais outsider de luxe, les Rams et les Cowboys. Ouais, non, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais tu vois, moi, tu me dis donc les Cardinals plus complets sur l'effectif. Pour moi, c'est quand même encore Green Bay et Tampa. Il y a des armes partout en attaque et il y a surtout des quarterbacks multiples MVP. Non, mais là on était. C'est vrai que moi, j'ai orienté sur la comparaison avec les Rams. Après, c'est vrai que si on prend. Je te parle au global, les 5. Au global, je pense que les Buccaneers, ils ont gagné le Super Bowl avec les 22 mêmes titulaires. Ils ont ramené les 22. Tout le monde commence enfin à performer comme l'année dernière. La ligne, parce qu'on parle beaucoup de Brady, a raison, il fait une saison. Toutes les semaines, on dit c'est incroyable à 44 ans d'être à ce niveau-là, mais on se répète. Mais la ligne offensive, qui en début de saison avait été plutôt moyenne, là, elle est revenue au niveau qu'on avait vu fin de saison dernière. Quand tu as une ligne offensive comme ça, tu es dans un fauteuil. Et alors, Tom Brady dans un fauteuil, en général, ça distribue. En plus, Brown va revenir. Tous les petits bobos vont revenir. Non, Brown va revenir, c'est pas encore sûr. Bruce Arians fait semblant qu'il pourrait le couper. Ouais. Non, tu crois pas ? Bon, après, avec Antonio Brown, tout est possible. Mais... Par contre, il y a un vrai truc. C'est Rob Gronkowski qui est in and out cette saison. Il est blessé, pas blessé, blessé, pas blessé. C'est pas la même attaque quand il est là. C'est sûr. Donc, ça va être intéressant de voir s'il est là jusqu'à la fin de saison. Après, encore une fois, donc il y a eux et il y a les Packers où la défense est quand même bien meilleure cette année. L'attaque est toujours aussi forte. Il y a Aaron Jones en plus au sol. Ils utilisent bien leur jeu au sol cette année. Bon, on est assez clair là-dessus. Et puis, je rajoute juste qu'ils vont enfin récupérer Bakhtiari, qui est quand même un des meilleurs left tackles de la ligue. Ils vont enfin récupérer Jair Alexander, à plus ou moins, on va dire pour les playoffs en tout cas. Ils devraient avoir un Bakhtiari et un Jair Alexander à 100%. C'est quand même 2 renforts absolument colossaux pour cette équipe. Alors, question un peu polémique, c'est un tout autre débat, mais on va la résumer en une question. Est-ce que ces 5 équipes-là peuvent battre n'importe quelle équipe de l'AFC ? Oui. Voilà, je pense que c'est assez clair. Pronostic fou, qui prend chaud et va au bout ? Moi j'avais dit Packers avant le début de la saison, donc je vais rester sur Packers pour être consistant. Voilà. Le truc, c'est que je trouve une bonne tête de vainqueur aux Packers tous les ans, mais ils perdent en finale de voilà, tous les ans, ils s'écroulent. C'est les Eagles des années 2000.
C'est les Eagles des années 2000. Ah oui, c'est vrai, ces fameuses L'équipe 5 la plus finales. impressionnante de la saison régulière. Tout le monde dit tous les ans, c'est leur année, ils vont au bout et ils perdent en finale de conférence. Ouais, les fameuses 5 de suite, des finales de conf. Bah après, les Eagles en gagnent une contre les Falcons. Dont un Super Bowl, un Super Bowl. Mais ils jouent 5 fois les finales de conférence. Ouais. Écoute, j'ai du mal à voir ces Rams assez encore réguliers pour passer 4 matchs de playoff, quoi. Je vais dire Packers aussi. Allez, avec Aaron Rodgers, ça va peut-être pas s'aplatir en playoff cette année, donc on va partir tous les deux sur les Packers. Petit interlude avant la fiche de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. L'affiche de la semaine, alors on est allé piocher dans la conférence AFC pour pas être trop redondant. Des équipes dont on a peut-être un peu plus parlé, des Bengals, mais pas trop des Broncos depuis qu'on les a jinxés. C'était en semaine 5. Cincinnati Bengals donc, qui se déplacent à Denver pour affronter les Broncos, c'est dimanche à 22h. 7 victoires et 6 défaites pour les deux équipes. Les Bengals sont 9e de l'AFC, les Broncos sont 10e. Ils sont à égalité avec les Colts, les Bills, les Browns qui sont 6, 7 et 8e de la conférence, donc ils sont vraiment dans la course au playoff. On peut parler de match capital dans la course au playoff puisque ça donnera l'avantage au vainqueur en cas d'égalité. Donc en théorie, malheur au vaincu avec seulement du coup 15, 16, 17, 18, 3 matchs restants. Les Broncos sont sur une meilleure série, 4 victoires sur leurs 6 derniers matchs, alors que les Bengals sont à... non, je dis une bêtise là, j'ai noté les deux mêmes. Je ne sais plus, il y a une équipe qui a 4 victoires sur ses 6 derniers matchs et l'autre qui a 4 défaites. Oui, les Bengals sont à 4 défaites sur les 6 derniers matchs et les Broncos sont à 4 victoires. Je me disais bien, j'ai marqué 2 fois Broncos dans ma fiche. Merci beaucoup, Victor. Donc, est-ce que Denver est favori puisqu'ils ont la meilleure dynamique? Favori, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe, on en avait dit beaucoup de bien à 3-0. Ils se sont retrouvés à 3-4. Et finalement, ils ont quand même... À 4-0, je crois. Non, 3-0. Et après, ils font 3-4. Ah bon? Ouais, okay. Ouais. Et ils étaient tous les deux à 3-0 et ils étaient ensuite tous les deux à 3-3 avec les Panthers. C'était notre fameux... ah oui, pardon. Notre fameux podcast. Ouais. Non. Mais du coup, je trouve que les Broncos, écoute, ils jouent avec leur force. C'est pas spectaculaire, sauf peut-être la victoire sur Cowboys. C'est pas incroyable, mais ils font le boulot. Écoute, ils ont le mojo, ils ont une attaque qui tourne. Bridgewater, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est quand même un bridge quarterback de luxe. Javonte Williams est vraiment en train d'exploser comme on l'attendait au poste de running back. Sutton, Patrick, Jeudy, ça fait le boulot. Enfin, globalement, cette attaque tourne. Elle est bonne. Elle est largement suffisante quand ils affrontent des équipes moyennes. Alors après, c'est sûr que quand tu affrontes des grosses équipes, ça devient un peu plus dur. Mais c'est largement suffisant. Et la défense, c'est quand même une équipe qui est bien coachée en défense. La défense, elle n'a jamais pris plus de 30 points cette année. Donc oui, c'est un euphémisme de dire qu'ils sont bien coachés. Ils sont 2e sur les points encaissés. Oui. Et sur les 3 derniers matchs, ils prennent jamais plus de 13 points alors qu'ils jouent les Chiefs et les Chargers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la plus grosse surprise. En le sens où on pouvait attendre, traditionnellement, les Broncos sont plutôt bien coachés en défense. Et c'est vrai que Patrick Surtain est au niveau attendu. Globalement, malgré l'absence de Von Miller, mais qui déjà était absent l'année dernière, donc ils ont appris à jouer sans lui, ils arrivent à performer. Et les leaders sont là, Simmons est là, Harris est là. Alors, globalement, elle est belle, cette équipe. Tu as bien résumé un truc, c'est qu'ils ont une très bonne défense et une attaque qui fait le boulot. Ils prennent 21,2 points par match. Est-ce qu'on peut dire si les Bengals en marquent 25, ça passe? Alors, j'ai envie de te dire que le problème, c'est que si on sait globalement ce qu'on a chez les Broncos, on ne sait pas toujours ce qu'on a chez les Bengals d'une semaine à l'autre. À l'image de Joe Burrow, qui, mis à part le fait qu'il lance trop d'interceptions, est quand même sensationnel cette année. Il faudra qu'il travaille sur les interceptions, mais ça, c'est pas... Quand il aura une meilleure ligne, il en fera moins. Globalement, les Bengals, dans un bon jour, on a l'impression qu'ils peuvent en mettre 40 à tout le monde. Par contre, dans un mauvais jour, ils sont capables de faire des prestations vraiment dégueu. Donc, c'est vraiment un roulette russe. Ils ont Burrow, ils ont Mixon, ils ont Jamar Chase, ils ont Tyler Boyd. Ils ont des armes. Par contre, même Uzomah, le tight end, par contre, c'est un peu la ligne qui est à géométrie variable. Il y a des jours où on se dit « tiens, on attendait une ligne faible et finalement, Burrow, il est plutôt tranquille ». Il y a des jours où on se dit « mais Burrow, il ne peut pas lancer
une fois sans une pression énorme sur sa ligne. On a l'impression de voir Mahomes au Super Bowl, tu vois. Enfin, ils ont aussi un problème quand même sur les ballons perdus parce qu'ils sont à -4 de différentiel quand Denver est à +1 et du coup ça fait 14 interceptions pour Joe Burrow. Va falloir nettoyer ça aussi quoi, pour passer à l'étage supérieur. Et moi, si tu veux, mon problème avec cette opposition au niveau du prono, tu l'as bien dit, c'est que Denver est assez bon sur ses fondamentaux pour battre les équipes qui doivent battre. Et quand c'est trop fort, voilà, il y a un delta qui fait qu'ils ne peuvent pas suivre. Voilà. Et j'arrive pas à situer si Cincinnati n'est pas exactement le point de bascule de ces équipes. Est-ce qu'ils sont juste assez forts pour être pris par Denver ou est-ce qu'ils sont juste assez bons pour s'en sortir? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont vraiment pile poil dans cette zone d'équipe où je ne sais pas si Denver peut gagner sur ses qualités ou s'ils sont juste un tout petit peu dépassés par l'attaque de Cincinnati. Mais je pense que l'irrégularité de Cincinnati fait aussi que ça rend le pronostic très compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un 50-50 et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Je pense qu'une des clés, paradoxalement, elle va se situer dans la défense des Bengals. C'est que si elle veut gêner cette attaque, c'est la ligne qui doit répondre. C'est Hubbard, c'est Reader, c'est Hendrickson. Si j'ai envie de te dire que, imaginons qu'il ne marque que 21 points contre les Broncos, dans ce cas, il faut en prendre 17. Et il va falloir harceler Teddy Bridgewater et s'assurer qu'il ne soit pas en mesure de distribuer ses ballons. Donc, ça va vraiment être la clé pour moi, la ligne offensive des Broncos face à la ligne défensive des Bengals. Mais oui, on est sur un 50-50 et honnêtement, bien malin qui peut dire avec certitude celui qui va l'emporter. Il va falloir que tu le dises. Moi, j'ai pris les Bengals. Parce que je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils se réveillent. Ils sont dans une division compliquée. Ils ont une fin de calendrier qui est absolument démentielle. Donc, s'ils veulent rêver aux playoffs, il va falloir tout de suite accumuler des victoires. Donc, je dis les Bengals, mais avec une conviction toute relative. Ouais, moi, je dis les Bengals parce qu'il faut qu'ils réagissent après 2 défaites. Mais je suis embêté parce que sur le fichier, Raphaël n'a pas encore pronostiqué et j'aurais peut-être presque ajusté mon prono pour essayer de lui reprendre un point, tu vois, sur ce genre de pari-là, parce que normalement, c'est le premier qui doit parier en premier. Ouais, il laisse des blancs. Et ouais, tu vois, il a laissé des blancs. Donc, toi aussi, d'ailleurs. Oui, j'en ai plus qu'un, là. Je viens d'en virer un. Mais justement, parce que j'attendais de voir ce que Raphaël mettait. Ouais. Non, mais il y a là, on sent que la participation baisse. Ouais, donc je mets Bengals. J'ajusterai peut-être dans mon prono du samedi matin sur le site selon ce que met Raphaël. Mais je vais dire Bengals d'instinct, même si c'est pas évident. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on 3, 1, 2, 3, work! Les pronostics, justement, on y arrive avec... T'es obligé d'en parler? Non, sinon, ça... on peut ne pas dire les scores et passer tout de suite à cette semaine. Ça a été si catastrophique que ça. Tu as fait 9 la semaine dernière sur 14. 11 pour Raoul, Grégory et moi, Raphaël à 12 et Lucas à 13 qui a réussi une très belle semaine. Lucas, ça ne le tire pas du groupe Eto, mais ça fait une belle semaine. Il s'est trahi, il aurait fait un perfect s'il avait pris les Cowboys plutôt que Washington. Je ne sais pas pourquoi il a pris Washington. Bon. Donc au général, en effet, ça donne 125 pour Lucas qui est dernier, 129 pour Grégory, 130 pour toi Victor, 133 pour Raoul et moi, 137 pour Raphaël là, qui a pris, qui s'est échappé. Là, il y a eu une attaque au pied du col parce qu'il reste encore du chemin quand même. Il y a encore les playoffs, les 2 points par match en playoffs, donc on est encore serein. Mais voilà, Raphaël a mis un petit coup d'accélérateur. Et derrière, Raoul et moi-même sommes en chasse-patate. Le peloton Victor Grégory et puis Lucas est lâché pour l'instant au pied du col. Donc, les matchs cette semaine, attention, accrochez-vous parce que le planning est chamboulé. Il y a des matchs le samedi. Le match dans la nuit de jeudi à vendredi, lui, c'est l'habituelle ouverture de la saison. Ce sera Chargers-Chiefs. C'est plutôt joli. C'est à 2h20 du matin. C'est 6 victoires pour les Chiefs. Les Chargers ont gagné l'aller. Donc, ça donne quand même un très gros test pour cette équipe des Chargers, qui est aussi sur une belle victoire, mais voilà, il va falloir tester un peu cette défense et surtout cette attaque, parce que là, il y a belle défense des Chiefs. Oui, les Chiefs, ils sont en train de redevenir un peu les Chiefs qu'on connaissait.
si ce n'est que c'est toujours la défense qui porte l'équipe plutôt que l'attaque, ce qui est quand même pas traditionnel sur les Chiefs des dernières années. Mais oui, je suis un peu prudent. Moi, je suis un peu comme Lucas dans le podcast de mardi. J'attends de voir, j'attends confirmation. Mais c'est sûr que quand on voit ce qu'ont rendu offensivement, ce qu'a rendu Kansas City contre les Riders, ça rend plutôt optimiste. Donc, même si les Chargers ont gagné l'aller, j'ai envie de croire que Kansas City s'est remis à tête à l'endroit et que c'est le moment pour accélérer, pour avoir la première place d'AFC. Donc, je vais jouer Kansas City. Ouais, moi je vais jouer Kansas City aussi. Sur la dynamique me plaît, et puis dans ce genre de match prime time, je sais pas, je mise encore sur l'effet grand frère, petit frère dans la division. Donc je vais aller sur les Chiefs. Le match du samedi. Alors là, on est sur du samedi, 18 décembre, à 22h30. 22h30 ce samedi, Browns Raiders. Match d'autant plus. Alors encore, il faut continuer à s'accrocher sur celui-là, parce que non seulement il est samedi, mais on a énormément d'incertitudes du côté de Cleveland. Baker Mayfield et Kevin Stefanski et Jarvis Landry et plein d'autres joueurs de Cleveland sont positifs au Covid au moment où on enregistre. L'espoir pour qu'il joue, c'est qu'il rende 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle. Donc, il faut qu'il commence à être négatif. Jeudi et vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas un test le samedi matin ? Ah, il y a peut-être un test samedi matin. Ouais, vendredi matin, samedi matin. Voilà, donc il faut qu'il soit négatif comme ça. C'est pas gagné, mais on ne peut pas vraiment vous dire qui va jouer, en fait, au moment où on se parle. On ne peut même pas dire si le match va être joué, en soi. Alors, ce matin, les infos étaient que la NFL ne compte pas annuler ou déplacer le match. D'accord, ok. Ça, apparemment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour cette année. On rappelle qu'ils n'ont pas pris parce qu'ils avaient l'expérience Covid de l'an dernier. Cette année, ils ont décidé de ne pas prendre de semaines de repos, de semaines supplémentaires sur le planning non plus. Donc, ils ont l'air assez décidés. Les Raiders sont à 1 victoire et 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Ils sont en grosse perte de défense. De vitesse, et il y a une énorme défense des Browns en face. Donc tu te dis que même sur la foi de la défense, ils ont même gagné un match, non, sans Mayfield cette année ? Il y avait le fameux match des Broncos où Keenum a été très bon et D'Ernest Johnson, le coureur, avait été le héros parce qu'il n'y avait ni Chubb ni Hunt, et du coup Johnson avait fait 150 yards. Alors quand je dis Keenum avait été très bon, il avait surtout fait des screens et des petites passes. Oui. Mais en tout cas, il avait bien exécuté ce qu'on lui avait demandé de faire. C'est ça. Voilà. Donc moi, qu'il peut le refaire ? Ouais, moi, je vois un match à Broncos. Ils vont faire le travail face à une équipe des Riders où quand tu vois que tu commences à avoir des rookies qui font des interviews pour dire que les joueurs de l'équipe ne s'investissent pas et sont démotivés. Divine Diablo qui est de la fin de draft en plus. Oser dire ça en conférence, j'ai trouvé ça un peu osé. Enfin, que Carr ou je sais pas quoi le disent, ok, mais quand tu es un rookie, tu t'affermes. Enfin bon. Donc l'ambiance a l'air de se détériorer aux Riders. Moi, je mise Browns, mais après, à voir combien ils auront d'absence. Si ça se trouve, entre le podcast et le match, il y aura encore 15 nouveaux cas, on n'en sait rien. Oui, alors on précise que la phrase que tu viens de prononcer, c'est-à-dire entre le podcast et le match, il y aura peut-être 15 nouveaux cas, ça s'applique à toutes les rencontres. On peut le dire. Parce on que là, est jeudi 11h33. Ouais, il y a grosse épidémie quand même. Colts Patriots, c'est aussi samedi. Alors, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Superbe choc du samedi soir. Stat simple, défense contre la course des Patriots, 114,5 yards de moyenne par match. Ils sont un peu premiers du tableau. Est-ce qu'il y a un coup à jouer pour Indianapolis ? De toute façon, ça va jouer au sol. Moi, je pense que dans ce match-là, ça va jouer au sol. Donc, ça, c'est coup pour coup. Et je vais y aller avec les Colts parce que je pense que même si les Patriots sont l'équipe la mieux coachée de la Ligue, il y a bien un moment où ça va s'arrêter quand même. Ils doivent en perdre des matchs de temps en temps. Et puis, il faut que je rattrape des points aussi sur les autres. Donc, il faut prendre des risques. Et j'aime bien cette équipe des Colts. Je pense qu'elle est capable aujourd'hui, sur un bon jour, de battre tout le monde. Ils ont des fondamentaux. Est-ce que finalement, Factor X, ça sera Mac Jones ou Carson Wentz ? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça a plutôt l'air d'être jeu de course contre jeu de course. Et à ce petit jeu-là, les Colts ne sont pas trop mauvais, surtout que la défense est quand même de mieux en mieux semaine après semaine. Je te trouve... Optimiste ? Petit peu.
petit peu. T'as Je vois que vu Raphaël... cette fidélité envers Carson Wentz? Ouais, non, je vois que Raphaël hésite toujours sur celui-là aussi. Donc, je ne peux même pas m'appuyer parce que c'est vrai que c'est un peu un match 50-50 pour moi. Les Patriots sont sur une très, très belle série. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment de temps en temps où tu en lâches un, même quand tu es très bon, sans que ça remette en cause, hein. Non, ça remet rien en cause. Voilà. Et Bill Belichick sera coach de l'année. Hein. Donc, voilà, donc ça ne me choque C'était pas, pas. en effet, de dire qu'il pourrait le perdre. Après, c'est toujours dur de parier contre une défense de Bill Belichick, surtout quand tu es face à une attaque un peu unidimensionnelle comme ça. Tu te dis, bah, il va trouver la solution, il va bloquer le jeu au sol, il va faire vivre un enfer à Carson Wentz, et puis merci, au revoir, quoi. Donc, je vais dire Patriots. Je vais dire Patriots pour ça. On passe au dimanche à 19h, les Bills contre les Panthers. La défense de Buffalo contre les quarterbacks des Panthers. Voilà. Les Panthers, je ne sais plus quoi en dire. Je sais plus quoi en dire. Il serait bien avec un bridge quarterback type Teddy Bridgewater. Ouais, hein. bah oui, Ça serait pas mal. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ils l'ont pas. Les Panthers, ils ont l'air de vraiment s'essouffler. Mais alors maintenant, le problème, c'est que l'attaque fait tellement rien que la défense s'essouffle. J'ai peur que ça soit une lente agonie jusqu'à la fin de la saison. Donc, même si les Bills ne sont pas au mieux, ils ont quand même montré du caractère. Certes, ils ont perdu à la fin, mais alors accrocher les Bucks comme ça, alors que tu es mené 17 points dans le quatrième quart-temps, enfin, ils ont vraiment montré quelque chose. Donc, je pense que les Bills font suffisamment. Bon, les Bills également, d'autant que la défense de Carolina a un peu de moins bien aussi. Oui, c'est ça. Là, vraiment. Dolphins-Jets, très belle affiche. Très belle affiche. Je sens que celui-là m'est destiné. C'est un peu les deux équipes que j'ai fait le plus cette année dans les résumés. Bon, c'est beaucoup plus sérieux des deux côtés du ballon pour Miami. Oui, bah, globalement, Miami, ils vont bien depuis un mois. C'est de mieux en mieux. Même Tua Tagovailoa trouve son rythme. Donc bon, je pense que ça va tranquillement se promener contre les Jets, qui en plus, cette année, je crois qu'en match de division, c'est un peu compliqué. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils vont jouer leur jeu. J'attends de voir Zach Wilson jouer un peu mieux, parce que c'est vraiment compliqué, mais je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de power level pour l'emporter. Encore plus qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui fait de bons matchs, type Elijah Moore, il finit sur l'injury report. Donc, les Jets, ils n'ont vraiment rien. Donc, non, Dolphins. Dolphins pour tout le monde. Philadelphie reçoit Washington, sortie de semaine de repos pour Philadelphie. Washington qui a calé contre Dallas. Est-ce que tu as peur de cette défense de Washington? Avec un Jalen Hurts incertain, hein, ça partage les répétitions avec Gardner Minshew à l'entraînement au moment où on se parle. Oui, alors j'ai envie de dire que le plus gros problème, par contre, c'est les absences à Washington. Hein. Parce qu'eux, ils ont un Covid break quasiment similaire aux Browns, ce qui fait que sur la ligne défensive, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur leurs 8 meilleurs joueurs, déjà, ils en ont 6 ou 7 qui seront absents. Ils ont Heineke qui boite, Kyle Allen qui est absent au cas où, McLaurin qui est en protocole commotion, Fuller, leur cornerback, leur meilleur défenseur cette année, qui est aussi sur liste Covid. Pour le coup, oui, il y a une incertitude au poste de quarterback au niveau des Eagles, mais contre les Jets, Minshew a fait le boulot, hein, globalement. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que Minshew, c'est un top 5 backup de cette ligue. Ah oui. Donc, ils peuvent faire le boulot même avec Minshew. Et honnêtement, c'est un match division, c'est un match de NFCS, c'est piégeux, tout ça. Washington à 100%, j'aurais sûrement parié Washington. Là, je pense qu'il y a trop d'absents. Ça va vraiment faire trop. Et du coup, je suis parti sur les Eagles, quitte à être jinxé. Tant pis, hein, on est en fin d'année, on prend des risques. Oui, non, mais je pense un peu comme toi. Ils ont montré des bonnes choses, ils se sont reposés. Washington, il y a eu une bonne période, mais ce n'était pas contre des équipes assez folles de mémoire, même s'ils ont tapé les Buccaneers au début. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va être un match serré, hein, c'est la rivalité de division. Bon. Mais je vais aller sur Philadelphie. Pour moi, c'est 50-50, mais je vais aller sur Philadelphie. Pour le coup, en plus, j'ai vu que Raphaël avait pris, et sur celui-là, je n'ai pas envie de perdre 2 points. Donc, je vais rester sur Eagles. D'ailleurs, juste, il n'y a pas de coup de cœur, coup de gueule le jeudi, donc je vais juste faire un petit coup de gueule. Je sais que la NFCS, c'est là où il y a le plus d'audience aux États-Unis, hein, qu'on le veuille ou non, même quand ils sont nuls. Mais alors là, quand tu regardes Eagles, Washington, Cowboys, en gros, en décembre, tu n'as que des matchs de division. Ouais. Ça commence à devenir un peu caricatural, c'est fin de saison. Et il n'y a pas que la NFCS. Hein. Il y a d'autres divisions qui sont comme ça. Oui, la NFC Nord aussi. Ouais. Enfin, il y a un moment, ça serait bien que les matchs division soient un peu
un peu partout dans le calendrier Mm. et pas de finir avec 5 matchs de division parce que ça devient ridicule. Ces dernières années, c'est vrai que c'est devenu très concentré ouais. sur la fin. Ouais. Bah, la NFCS, de toute façon, ton dernier mois, tu sais que c'est que de la division. Donc Eagles pour tout le monde. Lions Cardinals à 19h. Bon, on a parlé d'équipe la plus complète de la ligue tout à l'heure pour les Cardinals contre les Lions qui sont probablement une des équipes la moins complète de la ligue. Je pense que, sauf énorme surprise, maintenant il faut toujours le dire parce qu'il y en a eu cette année, mais sauf énorme surprise, on les voit mal triompher des Cardinals, même si Arizona, on l'a appris, sera privé de DeAndre Hopkins jusqu'à la fin de la saison régulière, ce qui veut dire que je serai privé de DeAndre Hopkins dans ma fantasy jusqu'à la fin de la saison régulière. Aïe, 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 tu vas devoir payer ton coup. Oh non, là. Non, t'es bien remonté, Ouais, j'ai eu un bon run. Il reste quoi, 2 matchs du coup de saison régulière en fantasy. Ouais. Non, tu vas t'en sortir. Je devrais m'en sortir. C'est plus moi qui est menacé. Ouais, je suis 7e sur 12 et je te suis repassé devant. Donc, Ouais. Non, je pense que les Cardinals, même sans Hopkins, il y aura suffisamment pour être devant. Cardinals pour tout le monde. Jaguars, Texans. Oh, j'ai dit que le Dolphins Jets c'était pas beau. J'ai oublié celui-là, dis donc. 19h. Ah, ça, c'est ton match. Hein. C'est peut-être celui-là. Ouais, celui-là, c'est le mien. Alors, j'avais noté dans mes notes, c'était avant le licenciement d'Urban Meyer, j'avais noté Houston bien plus sérieusement coaché. Ouais. Mais je suis un peu embêté aussi, moi. Franchement, tu sais, ces équipes où le coach se barre et puis tu as la réaction d'orgueil, machin, bidule, ça commence à jouer. Moi, j'étais assez confiant hier quand j'ai mis Texans. Là, honnêtement, je suis indécis. C'est 2 mauvaises équipes, mais attention au facteur, on joue libéré, on joue notre jeu, le grand méchant n'est plus là, on se fait plaisir, quoi. Donc, je vais rester sur les Texans, mais honnêtement, difficile. Ouais, moi, je vais rester sur les Texans aussi, mais n'oubliez pas que Darrell Bevell est à 1-0 sur les premiers matchs en intérim. Avec les Lions, il a gagné son premier match. Mais c'est très dommage que Meyer ait été viré parce que pour la cote Unibet, il y avait une cote de fou pour les Texans. Et là, maintenant, elle est un peu moins belle. Ah, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Bon, Texans pour tout le monde. Giants, Cowboys. Est-ce que Micah Parsons a le nouveau Lawrence Taylor, comme le dit Saquon Barkley? Attends, je suis méchant. Il n'a pas dit le nouveau, il a dit il est comme Lawrence Taylor. On va attendre un petit peu pour le comparer à Lawrence Taylor. Je rappellerai que le plus gros nombre de sacs sur une carrière rookie, c'est Javon Kears, de Freak, pour ceux qui s'en souviennent. Ah, c'était Eagles. C'était avec les Eagles, ouais. Non, Eagles, c'est après. Je crois que c'est aux Titans qu'il arrive, Javon Kears, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, finalement, il a fait une carrière plus qu'honorable, mais il n'est pas devenu. Tout le monde disait qu'il deviendrait le plus grand saqueur de toute l'histoire. Donc, il n'est pas devenu le meilleur défenseur de l'histoire. Donc, Micah Parsons, moi, j'adore depuis Penn State. Je pense qu'il va être potentiellement un défenseur de l'année dans les prochaines années. Après, jusqu'à le comparer à Lawrence Taylor, soyons raisonnés pour l'instant, en tout cas. Raison gardée. Bon, ceci étant dit, ils sont quand même... c'est pas l'attaque des Giants qui va lui faire peur, en tout cas, Micah Parsons. Oui, même si les Cowboys, franchement, je me suis demandé ce qu'ils ont foutu la semaine dernière, parce qu'ils mènent 27-0 ou quelque chose comme ça face à Washington avant de se faire peur en fin de match. Bon, enfin, normalement, face aux Giants, on n'est même pas sûr que Daniel Jones soit de retour, hein. Non, il y a peu de chance visiblement. Sa blessure à la nuque, ça a l'air de traîner. Ouais, à mon avis, on le ça a l'air d'être. Oui. En général, la nuque, quand ça traîne, on ne le reverra pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas. Non, je pense qu'ils ont plus d'armes et qu'ils vont gagner ce match. Cowboys pour tout le monde. Steelers, Titans, la défense des Steelers. Pour moi, je vais le dire, peut aller chercher celui-là parce que l'attaque de Tennessee est quand même en grande souffrance. Ils ont gagné que 263 yards contre les Jaguars. Je vais miser Pittsburgh. Bon, mauvais lapsus déjà. Je vais miser Pittsburgh parce que je pense que la défense peut aller chercher. Je trouve qu'ils commencent à récupérer quelques joueurs. Hein. Ça commence à revenir du côté des Titans. Si je ne dis pas de bêtises, ils devraient avoir Julio Jones opérationnel à 100%. Par contre, A.J. Brown, il n'est pas encore éligible à un retour, je pense. Faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas. Je sais pas, sur la dynamique, je trouve vraiment que Pittsburgh, j'ai regardé, j'ai couvert d'ailleurs le Steelers-Vikings, ok, il y a une belle réaction d'orgueil en deuxième mi-temps, mais ça, ils sont tellement capables d'être inoffensifs offensivement, ça fait peur. Donc, je vais quand même sur la dynamique jouer les Titans, qui, même s'ils sont blessés, même s'ils ne sont pas parfaits,
Ils font le boulot et ils vont aller chercher cette place en playoff. Les Broncos contre les Bengals, on a tous les deux dit les Bengals. Les 49ers contre les Falcons. C'est pareil, avec les Falcons, on dit toujours qu'ils gagnent quand c'est à leur portée. Là, a priori, c'est quand même pas le cas. Ils sont dominés dans tous les secteurs. Les Falcons ont le pire pass rush de la ligue avec 16 sacs, donc même Jimmy Garoppolo devrait être tranquille. Écoute, je crois que les Falcons, je vérifie, hein, mais oui, c'est ça. Ils sont à 6 victoires, 7 défaites. Ouais. J'arrive toujours pas à comprendre comment dingue, hein. cette équipe a pu gagner 6 victoires. Je pense qu'on est sur la plus mauvaise équipe à 6-7. Ouais, mais tu vois, je l'ai dit aux autres, finalement, ça prouve qu'Arthur Smith, par rapport à d'autres débutants, il se débrouille très bien avec ce qu'il a. Complètement. Alors là, c'est à mettre au crédit d'Arthur Smith qui gagne les matchs des 50-50. Il les gagne pour la plupart. Non. Donc, pour le coup, pas de problème avec ça. Je vais quand même miser les Niners. Parce que là encore, bonne dynamique. Jeu au sol retrouvé. Garoppolo, qui a l'air de revenir dans un petit rythme sympa. Deebo Samuel, qui, s'il n'avait pas loupé des matchs, concurrencerait Cooper Kupp pour le joueur offensif de l'année. Non, il y a des choses chez les 49ers. Et puis, il y a une défense qui, quand même, la ligne est toujours aussi redoutable. Donc, je pense que ça va faire un peu trop pour les Falcons. Quand même. Allez, 49ers. Rams, Seahawks. Russell Wilson, lui, va être moins tranquille que Jimmy Garoppolo puisqu'il affronte Aaron Donald. Il y a une embellie du côté de Seattle. Il faut jurer de rien dans les matchs de division, mais les Rams sont quand même supérieurs. Donc, je vais dire les Rams. C'est marrant, tu vois, je me disais dans ma tête hier, NFC Est et NFC Ouest, c'est traditionnellement impossible à pronostiquer. C'est vraiment des divisions qui traditionnellement font n'importe quoi. Mais là, quand même, les Rams, ils sont enfin dans une bonne dynamique, même avec l'absence de Woods. Mine de rien, Van Jefferson et Odell Beckham commencent à épauler Cooper Kupp. La défense, tu as dit, se réveille. Je vais jouer les Rams. Ouais, les Rams aussi. Ravens, Packers, dynamique totalement opposée pour les deux équipes. Lamar Jackson qui est incertain avec une blessure à la cheville. Les Packers qui ont la meilleure attaque et une meilleure défense. Sur le papier, c'est presque un prono simple. Surtout, alors si Lamar Jackson ne joue pas, j'en parle même pas. Si Lamar Jackson ne joue pas, j'en parle pas, même s'il joue en fait. Enfin, j'imagine pas c'est vrai qu'il n'était pas bien ces dernières semaines en plus. Ouais, il a fait quand même 4 matchs absolument dégueux. Ils vont au Lambeau Field, si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon. C'est à Baltimore. C'est à Baltimore. Mais bon, je pense que là honnêtement, vraiment, les Packers sont trop forts. Et j'ai envie de dire, la défense des Packers risque d'être trop forte pour cette attaque des Ravens. Oui, non, moi je pense que c'est assez évident pour Green Bay sur celui-là, sauf retour miracle de Lamar Jackson à la fois physiquement et dans le jeu, parce que encore une fois c'était difficile ces dernières semaines. Buccaneers Saints, ça c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. Les Buccaneers sur une bonne dynamique, ils défendent mieux, ils ont plein d'armes, mais Sean Payton les joue plutôt bien en saison régulière depuis l'arrivée de Tom Brady. Ils ont même gagné le premier match d'ailleurs cette saison. Est-ce que tu vois un scénario de hold-up, ce qui semble quand même considérablement compliqué vu l'état des Saints, mais ils ont gagné les 3 derniers matchs de saison régulière, puisque les Bucks les ont battus en play-off l'année dernière. Mais mes 3 derniers matchs de saison régulière ont été gagnés par les Saints. Oh, là, ça paraît quand même difficile. Parce que bon, Tyson Hill, je veux bien. Autant je trouve que les blagues sur Lamar Jackson, le running back, c'est un peu dépassé. Autant les blagues sur Tyson Hill, le running back, c'est toujours pas dépassé pour moi. Donc, non, même s'ils ont une sorte d'avantage psychologique, là, je pense quand même que même si la défense des Saints réussit encore à bloquer Tom Brady et compagnie, je ne les vois pas sur 60 minutes battre cette équipe des Buccaneers à Tampa Bay. Oui, non, là, c'est vraiment... faut vraiment avoir un peu d'imagination, surtout de la dynamique actuelle. Donc, Buccaneers. Bears, Vikings, est-ce que les Vikings peuvent se foirer à ce point? Ce sera le Monday Night Football. Les Vikings peuvent se foirer dans n'importe quel match de ça. Je te rappelle quand même que les Vikings ont battu la meilleure équipe de cette ligue et ont perdu contre la pire. Oui, ça m'étonne pas. Non, mais c'est toute l'histoire des Vikings. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Moi, je le dis. Donc, je regardais le match de jeudi en direct. Ils mènent de plus de 25 points. Ils mènent 29-0, je crois, de tête. Et il y a un moment, tu vois les Steelers revenir. Tu te dis, non, mais pas encore, quoi. Ils ne vont pas encore réussir à perdre un match en prolongation sur un field goal manqué, etc. Enfin, tu vois, l'histoire éternelle recommençant de Vikings. Donc là, j'ai envie d'y croire que quand même, ils vont le faire.
Mais honnêtement, déjà, j'ai pas envie qu'ils le gagnent. Ça, c'est personnel. Mais Pourquoi t'as joué contre eux? Alors, parce que si les Eagles, ça n'arrivera pas, hein, mais si les Eagles gagnent leurs 4 derniers matchs, la seule chose qu'il faut en plus de gagner les 4 derniers matchs pour être 7e et en playoff, parce qu'on a tiebreaker sur tous les autres, c'est au moins une défaite des Vikings. Voilà. Ok. Donc, je suis tout à fait transparent. La condition pour aller en playoff des Eagles, c'est 4 victoires des Eagles et une défaite des Vikings. Donc, mais je vais quand même jouer Vikings parce que même si les Bears vont mieux et que Justin Fields, avec pas grand-chose, il se débrouille, hein, faut quand même le dire. Bon, je pense que les Vikings ont quand même trop d'armes pour les Bears. Bon, Vikings également. Est-ce que tu es encouragé par les progrès de Justin Fields? Oui, beaucoup. Je trouve que Justin Fields, il a vraiment rien. Il a une ligne qui tient coussi coussa. Il n'a pas de receveur parce que Allen Robinson portait disparu. Il a un jeu de course inexistant. Et je trouve qu'il est de mieux en mieux. Et il ne faut pas se fier aux stats. Il faut se fier vraiment à ce qu'il montre sur le terrain. Et j'ai envie de dire que autant Zach Wilson et Lawrence m'inquiètent, Mac Jones, il est dans un tellement bon système que j'attends avant vraiment enflammer. Je suis en train de m'enflammer sur Justin Fields. Ce qui est un peu paradoxal parce que je ne m'enflammais pas sur lui à la draft. Mais je trouve qu'il fait du bon boulot. Oui. Il faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles chez les quarterbacks rookies. C'est ça. Bon, il ne faudrait juste pas qu'il sauve le poste de Matt Nagy. Non, je pense que c'est trop tard, ça. Les cotes Unibet de la semaine, tu y as fait allusion tout à l'heure. Victor, qu'est-ce qu'on a comme cote chez Unibet? Non, mais attends, on a Houston à 2,45 alors que Jacksonville est à 1,45. Et c'était déjà le cas avant le licenciement de Urban Meyer. Je ne comprends pas cette cote. Ok. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, les Texans sont favoris de ce match. Donc, on la joue alors de 45. Ah bah oui, surtout qu'après, par contre, c'est pas terrible. Il y a plein de petites cotes. C'est pas alors, qu'est-ce que tu... Washington est quand même à 3,35. C'est pas un match si facile que ça pour les Eagles. Comment les Eagles se retrouvent à 1,25? Oui, alors non, mais alors je comprends pas. je sais pas. J'ai vu. Non, et alors ce qui est encore plus bizarre, c'est que apparemment 55% des gens ont parié Washington. Ouais, et ils sont quand même à 3,35 alors que les Eagles, où 45% des gens les ont parié. Je comprends qu'il y ait plus de gens qui aient parié sur Washington à cette cote. Non, mais tu regardes la cote, tu as envie de parier Washington. On fait quoi? On le tente? Vas-y. Allez, 3,35, ça va être un gros combiné. J'essaye d'annuler le jinx. Je te le mets encore plus ce combiné avec les Bengals à 2,17. Tu vois, j'étais sur celle-là. Texan 2,45, Washington 3,35 et Bengals 2,17. Donc là, on a un beau combiné déjà de base. 5 euros misés, 89,05 €. Je crois qu'on n'est pas monté aussi haut sur le combiné de base. Ça va être dur de faire un YOLO de haut vol parce que là, on arrive dans des cotes encore plus folles derrière. Les Bears, ou alors si, dans le YOLO, on dit que Justin Fields j'y pensais. fait tomber les Vikings de 44. Ouais. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? On peut rajouter New England qui est à 2,07 face aux Colts. Ouais, très bien vu, on est d'accord. Tu peux dire Justin Herbert qui assassine le grand frère. J'aimais bien la cote aussi. Alors après, le truc, c'est que c'est un match du jeudi. Donc c'est un match du jeudi. Voilà, je voudrais qu'on les inclue pas en général. Je voulais pas l'inclure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, rajouter sur le Browns Raiders. Si tu crois vraiment en Cleveland à 1,88, ça adoucit bien le combiné. Hein. Où il y a ton Steelers à 1,89, tu croyais aux Steelers? Ah oui. Oui. Il faut juste que je le trouve sur la page. Et ce sera avec plaisir. Mais où est-ce que... Ah voilà, Pittsburgh, 1,89. On est pas mal, 5 euros misés, 892,34 €. Steelers, 1,89. Patriots, 2,07. Bears, 2,44. Bengals 2,17, Washington 3,35 et Houston 2,45. Il y a des belles cotes à tenter quand même parce que le Houston et le Washington, c'est pas des matchs qui sont joués. Hein. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout que ces cotes-là elles sont délirantes. Donc franchement, c'est les plus grosses cotes qu'on a jouées, mais vous voyez, c'est les deux premières. Donc, Mais moi, encore une fois, pour le coup, la seule raison pour laquelle je pense que les Eagles sont favoris, c'est les absences. Mais encore une fois, on est jeudi. Si ça se trouve, ils vont tous avoir des tests négatifs.
on n'en sait rien en vrai. Ouais. Non, mais Washington, c'est pas délirant. Donc voilà pour les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Merci à eux de nous soutenir. N'hésitez pas à y aller. Il y a les liens sur le site. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 463 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. La liste de ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est dans l'émission du mardi, évidemment. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, Facebook @TDActu, twitch.tv/TDActu, les réseaux sociaux perso @Victor Roulier pour Victor, @Alain pour moi-même. Je le rappelle, j'ai dit Twitch parce que, encore une fois, on le matraque partout parce qu'on a changé un peu en cours d'année, c'était pas prévu. Donc, on est passé de YouTube à Twitch pour tous les directs du dimanche, dont le fauteuil. Donc, twitch.tv/TDActu. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, il faut dire suivre la chaîne parce que l'abonnement, c'est pas pareil. L'abonnement, c'est payant. Donc, vous pouvez nous suivre pour voir évidemment gratuitement. C'est gratuit Twitch si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne une fois que vous la regardez pour la soutenir. Ça peut se faire avec votre abonnement Amazon Prime puisqu'il y a un abonnement gratuit compris dans le compte Amazon Prime. Donc, en plus, si j'ai bien compris, ça ne coûte rien de plus, hein, Victor. C'est ça, toi, tu as testé? Oui, j'ai testé avec Amazon Prime. J'ai créé un compte Twitch. Hein, je suis un boomer, hein, vous m'excuserez. Donc, j'ai créé un compte Twitch et en effet, comme tu as la même adresse email Amazon Prime, etc., ils te proposent de t'abonner gratuitement. Alors, je suppose que c'est limité. Je ne sais pas si c'est 1, 2 ou 3 abonnements gratuits, mais en tout cas, tu peux t'abonner gratuitement à une chaîne de ton choix. Donc, en fait, tu vas sur abonnement et au lieu de te proposer de payer, ils vont juste te proposer de t'abonner avec Prime et ça te coûte 0 et ça fait un abonnement pour TDA. Et ça fait un abonnement à TDA qui doit nous rapporter quelque chose comme 2 €, quelque chose comme ça, mais ce qui est toujours ça de prix, hein, donc n'hésitez pas. C'est de l'argent gratuit, en fait, c'est ça. Pour vous, il est gratuit. Donc, merci à vous. Donc, n'hésitez pas, le fauteuil, dimanche 18h sur twitch.tv/TDActu. Des live Madden surprises de temps en temps, et puis on va voir au fur et à mesure si ça marche bien. On rajoutera peut-être des trucs, mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Les replays du fauteuil resteront sur YouTube. On envoie la vidéo sur YouTube quand même après, et il reste bien évidemment sur le flux de podcast que vous écoutez en ce moment, puisque vous écoutez le podcast. Et en plus, le son doit être de meilleure qualité pour les replays du fauteuil depuis qu'on est sur Twitch. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Il est de bien meilleure qualité, puisque le setup est bien meilleur maintenant qu'on est sur Twitch. Et les replays de Madden, si vous voulez savoir qui a gagné le derby de Los Angeles entre les Rams et les Chargers, c'est ça le match que tu as joué, non? Ah oui, c'était un match de pré-saison que j'ai joué hier, en effet, ouais. Voilà. Bon, après, c'était avec Chase Daniel à la fin. Oui. Prends des excuses. Mais encore une fois, je vais débuter la saison là très bientôt avec les Chargers. Donc voilà, je fais ça. Alors, il n'y a vraiment pas de date de diffusion hein, pour les Live Madden. C'est un peu au tout venant. Donc, je ne sais pas. Il y en aura peut-être un vendredi, mais je ne suis même pas sûr. Voilà. Au pire, dimanche, on se retrouve pour le fauteuil. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi. Et vous retrouvez la draft samedi, au fait. Hein. J'oublie pas de. C'est ça, les offensive tackles. Voilà, bah, ce sera avec Victor en plus. Donc voilà, merci beaucoup à la Team Draft que vous retrouvez tous les samedis. Nous, on a dit dimanche dans le fauteuil. Très bonne fin de semaine à tous avec les programmes de TDA. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.